Alors, je m'appelle Dmitro, j'ai 45 ans. Mon parcours il est très varié, donc il y a un côté professionnel, puis tout ce qui vient avec. Donc je suis entrepreneur en Ukraine depuis 2012, consultant, en commerce international depuis 2007 et entrepreneur donc dans ce même domaine depuis 2012. J'ai pas l'air comme ça, mais on a accompagné, de nombreuses boîtes, à l'export, notamment depuis la France en Ukraine et de l'Ukraine vers la France, puis vers d'autres pays. Ça, c'était mon job, dans ma vie civile et j'avais un autre, business, une petite affaire familiale qui est production de miel, production et vente de miel. On a notre marque, qui s'appelle Honey Brothers avec mes cousins qui sont, comme frères. En Ukraine, c'est la même chose. Et donc on avait créé ça en 2016, autour des ruchers, parce que mon cousin il est apiculteur. Et on a donc créé notre marque, pour valoriser tout ça, quoi. Et tout dernièrement, j'ai été, juste avant d'être recruté dans l'armée ukrainienne, j'ai été en charge de développement dans une société, dans une filiale de société française de déminage. Voilà. Donc ça, c'est mon côté professionnel. Après, je suis cofondateur et ancien directeur d'une ONG qui s'appelle Harmata Volunteers, qui a été créée en tout début 2023 pour soutenir les forces de la résistance, donc l'armée ukrainienne en fait. Donc l'ONG est toujours active, je suis plus directeur bien sûr, mais elle est toujours active et elle aide toujours les forces de la résistance. Et je suis aussi musicien, batteur de deux groupes de rock ukrainiens, Haïdamak, qui est un vieux groupe ukrainien assez connu à l'époque, moins connu aujourd'hui, et Harmata, qui est mon projet musical que j'ai créé en 2019. Et là, on fait quelque chose plus vers le hardcore, metal et tout ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour terminer, je suis caporal à la garde nationale d'Ukraine, à la brigade Rubij, en charge de la coopération civile-militaire. Donc nous, on est en charge en fait de tout ce qui est approvisionnement, recherche de sources d'approvisionnement, mise en place des projets de coopération avec la société civile au sens large. Ça peut être des ONG, ça peut être des volontaires personnels, ça peut être des associations en France notamment, ou ailleurs dans le monde, des entreprises, des collectivités, etc. Donc on cherche en fait, on cherche et on met en place un réseau de partenaires de la brigade qui puissent renforcer les capacités de la brigade. Et donc voilà, ça c'est mon rôle aujourd'hui, mais en fait, comme je viens de le dire, j'ai fait aussi pas mal de volontariat. Peut-être le meilleur terme serait bénévolat pour l'armée. Et ça depuis, j'avais commencé en fait à en faire en 2014 déjà à l'époque. Un peu d'une autre façon, mais les sources remontent à cette époque-là. Et puis j'ai participé bien sûr aux deux dernières révolutions en 2004-2014 de manière assez active. Alors déjà, tout d'abord on était très présent sur la scène du Maïdan en tant que musicien. On a fait plusieurs interventions, je saurais même pas compter. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben on était là pour manifester, pour se battre aussi, un peu quand même. C'était ça quoi. Moi je faisais pas partie d'un groupement ou autre, parce qu'il y avait plusieurs trucs, aucun parti. Je faisais partie d'aucun parti. D'aucun groupement, d'aucune initiative précise. On était là juste comme ça, en tant que citoyen, au cas où, s'il y avait un truc à faire, je sais pas, aider à construire une barricade ou jeter les pavés sur les flics, tu vois.
On faisait des trucs comme ça. Mais surtout pas mal d'interventions sur la scène du Maïdan avec notre musique pour remonter le moral des gens. Harmata Volunteers. Pourquoi? Parce que Harmata, c'est le nom du groupe. Et comme en fait c'est le groupe qui était à l'initiative de la création, pas que, parce que Harmata Volunteers a été créé en coopération avec un ami qui est lui franco-allemand, qui habite en Allemagne, et qui était en fait lui aussi bénévole humanitaire en Ukraine à partir de 2022 pour la brigade où je sers aujourd'hui. Et c'est en fait quelque part par son biais que j'ai été introduit davantage à la brigade. On a commencé à travailler avec et ensuite je me suis retrouvé là-dedans. Et voilà, et en fait on a décidé de la nommer comme ça parce que ça sonne bien déjà, ça montre les origines et puis c'est assez parlant en fait pour montrer ce qu'on fait quoi. Et Harmata, le mot en lui-même, Harmata veut dire canon. Harmata. Et ce nom, en fait, c'est le groupe qui le porte à l'origine. Et l'idée derrière, c'était de créer quelque chose qui fait bah, tu vois. Non seulement en termes de musique, mais aussi en termes d'impact, quoi, d'impact culturel sur la scène en Ukraine. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire quelque chose que personne ne fait et que personne n'a jamais vraiment fait, c'est-à-dire qu'on fait une musique assez hard, très agressive, très sincère, mais en même temps assez mélodieuse, et on parle des sujets qui sont des sujets piquants, quoi, des sujets d'actualité, de la vie sociale, de sa vie intérieure, tu vois, de ses émotions, de comment on perçoit la société, tout ce qui se passe chez nous en ce moment. Et depuis d'ailleurs depuis la création du groupe en 2019, on a fait déjà pas mal de titres qui sont consacrés entre guillemets d'une façon ou d'une autre à la guerre, quoi. Et on a rajouté Volunteers parce qu'on est des volontaires qui sommes là pour rien d'autre que la victoire, en fait. On gagne pas d'argent avec, il y a personne qui est payé pour ce boulot, y compris le directeur, et jamais personne n'a été payé. Donc c'est vraiment du volontariat pur, quoi. Alors moi, j'ai commencé à faire du volontariat à titre personnel, dès le début de cette grande guerre. Enfin, je t'avais dit que j'avais un peu commencé en 2014, c'était pas tout à fait la même chose, parce qu'à l'époque, on a fait du volontariat culturel, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de déplacements avec mon groupe à l'époque au front, on a joué pour les soldats, dans les tranchées, etc. Donc ça, c'était aussi une sorte de volontariat, et ça existe d'ailleurs toujours. Mais en 2022, j'ai rencontré, en fait, d'abord j'ai bossé quelques mois avec les médias en tant que fixeur, parce que c'est un boulot que j'avais fait déjà en 2014. Et j'ai reçu des propositions, je me suis présenté au commissariat militaire, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi, donc ils m'ont dit fais autre chose. Et donc comme j'avais reçu pas mal de propositions d'accompagnement des groupes de journalistes, donc j'ai fini par accepter, même si c'est pas un boulot que j'adore en fait. Et donc ça m'a permis de voyager un peu partout en Ukraine en faisant des reportages. Et j'avais rencontré des gars à Orikhiv, dans la région de Zaporizhia, qui m'avaient demandé de les aider avec une voiture. Ils m'ont dit on a besoin d'un véhicule, aidez-nous quoi. C'est grave, hyper urgent. Et donc je me suis posé ça comme tâche en fait de les aider parce que les mecs ils étaient tellement cool, tellement sympas. On a vraiment, on est devenus amis mais comme ça quoi, en 2 secondes, comme c'est souvent le cas en Ukraine d'ailleurs et notamment au front. Et donc j'ai fait ça, on a fait ça, enfin pas moi personnellement, mais bien sûr avec des amis et tout. Et donc on leur a acheté cette voiture, et ça c'était notre premier projet.
Et après la remise de cette voiture, c'était en fait un succès parce on a collecté la somme nécessaire assez vite et tout, et c'était super. Donc on a commencé à recevoir des demandes d'autre part, et on a continué, et en fait ça s'est accumulé et tout, et l'activité a commencé à grandir. Les gens ont commencé à participer, à donner, tu vois. Donc il y a une sorte de communauté qui s'est créée autour de moi, de mes amis et tout ça. Et donc c'est en ce moment-là que j'ai rencontré Alex, ce copain franco-allemand, et qui était lui aussi pareil, volontaire personnel. Et on a décidé de créer une association ensemble pour monter de niveau, et pour mieux faire, pour plus faire. Parce que quand tu es une association, tu peux comment dire, recevoir de l'aide humanitaire depuis l'étranger, tu peux drainer des fonds plus facilement, tu es plus visible, c'est officiel, etc. Enfin, moi j'étais officiel aussi quand j'étais particulier, volontaire particulier, parce que tu as un statut en Ukraine de volontaire, personne physique volontaire, disons ça comme ça. Tu es officiellement enregistré, etc. Donc c'était officiel aussi. Mais le statut d'une ONG, d'une association, ça nous a permis de grandir. Et donc c'était fait au mois de mars 2023. On était 2 à l'origine de la création, et ensuite il y a des gens qui sont venus s'ajouter à nous, bien sûr les membres du groupe, puis d'autres amis, etc. Et on était une dizaine. Aujourd'hui, chacun s'occupe un peu de ses projets. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu vois, comme c'est du bénévolat pur, il n'y a pas de temps de travail, etc. Quand il y a un truc à faire, les gens ils viennent. Quand il n'y a pas de truc à faire, ben ils viennent pas, quoi. Tu vois. Donc en fait, officiellement, on est toujours une petite dizaine, mais en fonction des projets, on peut soit avoir plus de monde, soit quand c'est la routine, on va dire, il n'y a pas de gros projets en cours, on est quoi, 3-4 personnes qui sont là à veiller aux activités au quotidien. On va dire ça comme ça. Alors dans notre cas présent, il n'y a que moi qui suis militaire actif. Les autres sont des civils, mais très proches de l'armée, de par cette activité-là et de par d'autres connexions qu'ils ont avec l'armée. Donc ce sont tous des gens qui ont une relation avec l'armée, mais officiellement, il n'y a que moi qui suis militaire actif, quoi. Et après, comme je te disais, ils ont d'autres activités à eux, ils ont des boulots, ils ont des familles, ils ont je sais pas quoi, tu vois. Ils vivent leur vie, quoi. On a des entrepôts, on a 2 petits entrepôts, mais ils sont vides, en fait, parce que dès qu'on reçoit, on donne, on stocke rien. Il arrive des fois qu'on peut stocker des cartons, mais ça dure quelques jours, quoi. Alors, nous, on est dès le départ de notre activité, on est exclusivement consacré à l'aide à l'armée. Donc on fait pas de civils. Parce que tu as des associations qui font des civils, nous on fait pas ça. Et dès le départ, on a fait ce choix, et quand on a des propositions de biens pour les civils, on prend pas. Pourquoi ce choix? Parce que on considère que c'est en aidant l'armée qu'on peut vraiment avoir un impact sur les événements. En aidant les civils, oui, on aide les civils, mais ça contribue pas à la résolution du problème, du fond du problème. Le fond du problème, c'est l'invasion russe. Et c'est les Russes qui sont là en Ukraine, sur notre territoire, avec les armes en main pour nous tuer. C'est le fond du problème. Donc notre rôle, c'est de les expulser ou de les tuer pour pas qu'ils nous tuent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qui fait ça? Ben, c'est l'armée, c'est pas les civils. Et donc, il faut aider l'armée pour avoir plus d'impact sur le fond du problème. Maintenant, pour répondre à ta question, on récolte tout ce qui peut être utile à l'armée.
Et qu'est-ce qui peut être utile à l'armée? Ben, en fait, la liste elle est très grande. Donc, tu sais que l'armée, c'est un organisme très puissant, très varié aussi. Donc, l'armée a besoin des armes, bien sûr, mais on ne fait pas d'armes parce qu'on peut pas faire on peut pas faire d'armes. Par contre, on peut faire du drone. Donc on peut faire des drones, on fait du véhicule, on fait du médical aussi, de temps en temps, même si le médical nécessite une compétence assez particulière, donc on n'est pas très fort là-dedans. Après, on fait pas mal de Starlink, on fait des générateurs, on fait des stations de chargement. Et après, ça peut varier en fonction des périodes, en fonction de la demande, sur quoi on est concentré. Mais en résumant, en faisant court, on peut dire équipement, toutes sortes d'équipements pour l'armée, quoi. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que la société civile peut produire comme équipement. Parce que, par exemple, on ne peut pas faire de véhicules blindés, enfin, on peut, mais c'est encore un sujet à part. Mais tout ce que la société civile peut donner, peut produire, et en termes d'équipement utile pour l'armée, ça on fait. Produire, c'est produire et fournir, quoi. Et fournir. Parce que la société civile ne peut pas fournir d'armes. Même si on aimerait bien faire des armes, tu vois. Mais on n'a pas le droit, ce qui est normal. Et la société civile ne peut pas donner d'armes. Par contre, elle peut donner des drones, oui. Les drones, c'est un truc, c'est pas une arme en soi, quoi. Donc des drones, oui, mais pas plus. Ben, la mission, c'est de faire tout ce qu'on peut pour contribuer à la victoire. De faire tout ce qu'on peut avec tout ce qu'on a, faire un maximum, remplir son devoir civique et faire tout ce qu'on peut pour approcher la victoire. C'est aussi simple que ça. Donc, et la façon de le faire qui a été choisie, ben c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis moi-même militaire, donc je suis allé au-delà, en fait. Parce que t'as beaucoup de volontaires comme ça qui finissent par devenir militaires après. Ouais, qui sont tellement proches pendant très longtemps avec les militaires, mais ils les côtoient tous les jours, tu vois. Depuis 2022, tu vois, j'ai plus communiqué avec les militaires qu'avec les civils. Et tu finis par être attiré, quoi, par ce milieu, en fait. Et tu as beaucoup de cas, des gens comme moi qui finissent par se faire recruter et devenir militaires. Donc la mission, c'est ça, c'est de faire un maximum, un maximum. Donc en allant rejoindre les rangs de l'armée, j'ai fait un pas en avant, quoi. Mais l'association existe toujours et elle sert aujourd'hui d'appui. Et elle aide aujourd'hui principalement notre brigade, évidemment. Évidemment. Après, quand on peut nous dire mais pourquoi vous aidez que Roubige, etc. Ben, déjà, on n'est pas obligé d'aider tout le monde. Et puis, on peut pas, quoi. On peut pas, on n'a pas les moyens. On aimerait bien aider tout le monde, mais on n'a pas les moyens. Déjà, le peu, ce qu'on fait pour Roubige, c'est peu, mais on fait ce qu'on peut. Mais alors, faire toutes les autres brigades, répondre à toutes les autres demandes, c'est juste impossible, quoi. Même les plus grosses associations peuvent pas le faire. Alors nous, on est tout petits, quoi. Pas beaucoup de véhicules. Parce que en fait, on n'a jamais été focalisé sur les véhicules. Quand il y avait des demandes, quand il y avait des, des propositions de véhicules aussi, parce que des fois on reçoit des propositions, par exemple, de nos partenaires français, notamment, parce qu'on a des partenaires en France qui nous proposent des véhicules en me disant « Est-ce que vous avez besoin d'un véhicule ?» La réponse est toujours oui, parce qu'il y a toujours besoin d'un véhicule. Donc là, on prenait. Donc on a fait quoi 25 un truc comme ça. J'ai pas le chiffre en tête, mais quelque chose comme ça. Mais s'il y a des véhicules, on prend, hein. Il y a deux voies parallèles de fonctionnement d'une association. Donc d'une part,
tu fais des collectes et tu reçois de l'argent sur tes comptes, tu achètes, tu transfères ça à l'armée avec les papiers et cetera et tu fais les rapports, tu fais le rapport officiel, aux autorités, tu fais le rapport, «au public» entre guillemets, à tous ceux qui contribuent, qui donnent. Donc ça, c'est côté argent et après il y a l'autre côté, c'est, don en matériel. On nous donne du matériel que nous on prend et on redonne à l'armée. Donc ça, c'est souvent le cas des partenaires étrangers qui font des collectes, eux, en France, ou ailleurs, et qui achètent les choses. Ça peut être des véhicules d'ailleurs, des ambulances, pas mal aussi, ou d'autres trucs, des Starlink, et cetera, et qui nous transfèrent ce matériel et nous, on le donne. Donc, en accumulant tout ça, je pense que on va être aux alentours de quelque chose comme... Mais on va être aux alentours de, je sais pas moi, 250 000 €, tu vois, un truc comme ça, quoi. Vraiment, en gros, quoi, vraiment en gros. Donc, tu vois, c'est pas beaucoup, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et comme on dit, on est une goutte dans l'océan. Des États, non. Des particuliers ou des entreprises ou des associations. Là, il y a tout. Là, il y a tout. Après, quand on parle de l'État donne à la brigade directement. Nous, on n'est pas impliqués dans ce circuit. Après, les particuliers peuvent donner, les particuliers peuvent envoyer des dons financiers sur nos comptes. Les entreprises peuvent le faire aussi. La même chose pour les dons de matériel. Donc, un particulier peut nous donner, je sais pas, un générateur, une boîte peut nous donner un générateur, une association peut nous donner un générateur. Donc là, oui. Et ben, ils sont bien, ils sont contents, ils sont contents. Bah, c'est sûr, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est sûr que les retours sont bons et nous, on fait ce qu'on peut et on aide avec les moyens qu'on a et les mecs, ils sont contents. C'est clair, tu sais, après le problème, c'est qu'on peut pas répondre à toutes les demandes. Donc là, quand on répond pas, bah, ils sont pas contents, évidemment. Mais malheureusement, bon, on essaie de leur expliquer. Aujourd'hui, on reçoit encore plein de demandes, de toutes parts, mais on répond que, ben, on n'a pas les moyens, déjà, on n'a pas les moyens pour répondre à tout ce que Roubige nous envoie comme besoin. Donc, répondre aux autres besoins, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, quand c'est possible, on fait, mais en général, c'est compliqué. Parce que déjà Roubige, c'est une grosse brigade et elle a des besoins énormes. Donc on fait au mieux pour bosser avec Roubige. Parce que moi, je suis là-dedans et que Alex, mon collègue et ami, il est volontaire de la brigade. Il est civil, il a un statut civil, lui, mais il est vraiment à moitié militaire, quoi. Parce qu'il est tellement impliqué dans ce que fait Armata pour Roubige qu'il a l'autorisation de porter l'uniforme, de porter les écussons de la brigade et tout, tu vois. Il est vraiment presque militaire, quoi. Donc on fait tout pour Roubige aujourd'hui. Et c'est juste pas possible de répondre à des petites demandes, c'est pas possible, quoi. Malheureusement. Oui. En fait, on est, c'est pas des intermédiaires, au sens, propre du terme, c'est des volontaires, actifs, européens, ou des associations, européennes, avec lesquelles on est en partenariat, plus ou moins officialisé et qui œuvrent sur leur territoire respectif et qui après, nous envoient ce qu'ils ont pu récolter. Souvent pas sous forme d'argent, mais sous forme de matériel, parce qu'ils préfèrent acheter. Ils montrent ça
à leur communauté, c'est bien, et ils nous transfèrent le matériel. Et nous, on reçoit ça, on a la possibilité de faire venir le matériel par la frontière, donc on fait les déclarations douanières et tout ça, donc c'est propre. On est en règle et donc on reçoit ce matériel et on le redonne à l'armée. Les réseaux sociaux, et puis surtout, c'est toujours personnel. Moi, de par mes activités professionnelles et pas que, moi j'ai un réseau assez bien étoffé. Je suis pas un grand blogueur ou quoi, mais j'ai un réseau de gens que je connais et qui sont, il y a pas mal de gens très bien et qui sont des amis, des anciens collègues, des clients, des partenaires, et cetera. En Ukraine, mais aussi en dehors de l'Ukraine. Et en fait, c'est ça qui m'a permis, ainsi qu'à Alex, de lancer ça. C'est des gens que tu connais qui te font confiance, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est toujours basé sur la confiance. Parce que les gens, ils vont confier leur argent à celui à qui ils ont confiance. Et donc c'est très important parce que sans cette confiance, on pourrait rien faire. Et ça permet, voilà, de montrer ce qu'on fait sur Facebook, sur Instagram. C'est tout d'ailleurs, on n'a plus rien d'autre, quoi, comme réseau. D je parle en termes de réseau technique, quoi, mécanique. Donc là, on utilise ce réseau pour communiquer, mais après on fait pas mal de rencontres individuelles, juste avec des amis, avec des gens qu'on connaît, pour discuter, pour leur expliquer ce qu'on fait, et les inviter à bosser avec nous, en fait, pour de nous rejoindre dans la mission qu'on s'est posée, quoi. En fait, la levée de fonds, elle est infinie. Elle se passe toujours. Donc, on a un compte ouvert, enfin, on a un compte en hryvnia, on a un compte en euros et en dollars. On a aussi un compte en crypto-monnaie, mais on n'a rien là-dessus. Il y a personne qui nous a donné de bitcoin pour l'instant. Donc, comment se passe ça? Eh ben, on lance. Enfin, il y a deux cas de figure. Donc, il y a une collecte permanente qui est là. C'est pour les besoins courants au quotidien de la brigade. Donc là, on invite les gens à s'abonner, entre guillemets, pour donner une somme qui leur est confortable je sais pas moi, tous les mois par exemple, ou toutes les semaines, pour contribuer à cette collecte qui aide après la brigade à pouvoir répondre à ces besoins urgents qui sont souvent urgents. Il y a des besoins qui sont pas urgents, mais il y en a beaucoup qui sont urgents. Et donc ça permet à la brigade d'avoir une ressource, donc sous forme de Armata Volunteers, qui puisse répondre rapidement à des besoins urgents. Il y a un autre cas de figure qui est des collectes ciblées. Donc si on fait une collecte pour un véhicule ou pour un gros drone ou pour je sais pas quoi, là on crée une cagnotte à part et on fait une communication à part en disant voilà les gars, on a une demande avec ça, le budget c'est tant, parce que là, dans le premier cas, il n'y a pas de budget fixe. Ça peut être, tu vois, le plus on a, mieux c'est. Là, il y a un budget fixe, on lance une collecte et c'est parti, et jusqu'à ce qu'on remplisse la cagnotte. Et après, donc, on remplit notre devoir auprès de la brigade, on lui achète ce qu'il y a à acheter, et on fait le rapport en disant voilà, merci à tous, on continue, quoi. C'est la collectivité qui contribue dans un projet ou dans l'activité au sens plus large qui nous rejoint, pardon, et qui est avec nous. Donc moi j'estime que les gens qui nous donnent de l'argent ou du matériel régulièrement, ce sont les membres de la collectivité de Harmat. Ils sont avec nous parce que sans eux, on pourrait rien faire, en fait.
c'est aussi basique que ça, quoi. Donc, c'est exactement, en fait, le concept du volontariat en Ukraine, quoi. Stabnet, au départ, c'est un projet qui est conçu par Damien, qui est un ami, un volontaire français. C'est lui qui a eu l'idée de mettre en place ce projet. C'était en 2023. Donc, moi, je connais Damien depuis 2022. Il faisait déjà pas mal de choses en Ukraine. On s'était rencontrés par le biais d'un ami commun. Et on a, petit à petit, on s'est sympathisé. On a décidé de travailler ensemble. Et Damien a énormément contribué à Harmata, mais aussi à beaucoup d'unités, en fait, sur le front. On avait un projet d'ambulance. On a fait pas mal d'ambulances, d'autres véhicules aussi. On a fait pas mal de matériel médical, mais pas que. Et à un moment donné, il a eu l'idée de mettre en place un projet d'un point de stabilisation mobile. Le point de stabilisation, c'est un point dans la chaîne d'évacuation d'un blessé après le champ de bataille, où tu ramènes le blessé. Donc, les premiers soins sur le champ de bataille, mais vraiment basiques pour lui sauver la vie. Après, on le ramène au point de stabilisation. Et ensuite, c'est l'hôpital. Donc, le point de stabilisation, c'est un point de passage rapide, où le blessé reste pas plus d'une demi-heure, où il est stabilisé pour pas qu'il meure. Voilà, c'est ça. Donc si le blessé il est légèrement blessé, il n'a pas besoin de passer par le point de stabilisation. Il va directement à l'hôpital. Un blessé plus lourd a besoin d'être stabilisé, il passe par le point de stabilisation où on fait le nécessaire pour qu'il reste en vie jusqu'à l'hôpital. Et après, il est transféré à l'hôpital où on s'occupe de lui. Et l'idée, c'était donc de faire un réseau de ces points de stabilisation mobiles qui seraient tractés par un véhicule qui pourrait facilement se déplacer en fonction des besoins dans les différents endroits du front. Et donc, en lançant ce projet, on a voyagé pas mal sur la ligne du front et on a visité des points de stabilisation actifs pour voir comment ça se passe, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, on est moins impliqué dans ce projet. Enfin, on l'est un peu quand même, mais moins qu'avant, parce qu'on avait lancé le projet ensemble. Mais aujourd'hui, ça roule. Il y a d'autres associations plus grosses que nous qui ont rejoint le projet et qui contribuent énormément. Nous, on a notre petit rôle, mais il est vraiment petit, surtout lié à la logistique. Il y a nos gars qui aident à transporter les Stabnet en fait sur le front, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, c'est un projet qui se développe à fond et je crois que Damien, il a déjà fait une quarantaine de Stabnet, quoi. Et donc c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est peu. Parce qu'il y en a. Le besoin, il est énorme. C'est un projet qui est aujourd'hui accompli d'une certaine façon, qui lui permet de fonctionner normalement, d'être visible, de drainer des fonds, de drainer des partenaires. C'est un beau projet dont on est fier. Je parle français parce que j'ai commencé à apprendre très tôt. Après, j'ai continué, j'ai travaillé à l'ambassade de France ici, et mon parcours professionnel, il est étroitement lié à la France. Et aujourd'hui, bah, ça m'aide à communiquer et à travailler avec nos partenaires étrangers, dont français, mais aussi belges, suisses, etc. Et bah, c'est une facilité de communication, je veux dire, c'est évident, quoi. C'est évident. Un Français préfère parler français, quoi. Ça crée une relation plus facilement parce qu'on se comprend bien, on peut tout dire, tu vois. Il n'y a pas de barrière de langue et bien sûr que ça contribue à la relation. Et puis après, ça contribue au résultat final, en fin de compte, quoi. Alors, l'Union européenne contribue beaucoup. Je pense que sans l'aide de l'Union européenne, on serait très mal. On serait très mal. Mais on peut dire aussi qu'elle n'aide pas assez. Parce que le problème, il est d'une telle envergure
C'est que depuis peu de temps que l'Europe, l'Union européenne a commencé à se poser vraiment des questions fondamentales sur cette guerre. Parce que je pense qu'en 2022-2023, c'était assez mitigé, même si les déclarations ont été assez claires par les dirigeants européens, etc. Mais je pense que c'est que depuis peu de temps qu'il y a une action un peu plus soutenue, quoi. Donc l'aide, elle est précieuse, elle est vachement importante, mais je pense que on pourrait faire mieux vu l'envergure du problème, quoi. Parce que le problème, il est d'une immensité, c'est juste incroyable. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'Europe officielle a sa position, l'Europe officielle a son action, mais le citoyen européen, en lui, un citoyen lambda européen, il n'a pas une prise de conscience. Il n'a pas une prise de conscience du danger que ça représente pour lui. Parce que c'est une guerre qui est maintenant bien au-delà d'un conflit, si j'aime pas ce mot, d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça l'a été depuis le départ. Mais on l'avait dit, mais personne ne nous a écoutés, quoi. Aujourd'hui, ça devient très clair. Et donc il y a une prise de conscience au sommet, et j'espère que ça va redescendre jusqu'à la société, jusqu'à la communauté européenne en termes des gens, de simples gens, quoi. Il faut cette prise de conscience parce que le danger, il est imminent et il est là, quoi. Pour résumer sur cette question, l'Europe nous aide beaucoup, mais on peut faire mieux parce que c'est pour notre bien commun. C'est pas que pour nous, c'est pour nous tous. C'est notre guerre commune. Comment fait-on pour nous soutenir? Eh ben, on peut... je pense que... il y a une manière très simple, c'est de nous aider soit avec de l'argent, soit avec du matériel. Les deux sont possibles. Moi, j'inviterais tout le monde à s'abonner, en fait, à la communauté, à l'aide à Harmata. Si on est présent sur Facebook, etc., il faut s'abonner à nos pages, Facebook ou Instagram. Facebook est plus actif. Et bien évidemment que on invite tout le monde à cotiser, ne serait-ce qu'une petite somme, mais régulièrement. Puis après, on peut s'adresser à nous pour nous proposer du matériel. Si on veut nous donner un véhicule, si on veut nous donner un Starlink, si on veut nous donner un drone, il faut nous contacter et nous proposer ça. On parle plusieurs langues d'ailleurs, anglais, français, polonais, allemand. Un mot de la fin. Eh ben, moi j'aimerais bien sûr remercier tous les spectateurs, tous les écouteurs de l'épisode, parce que je pense que les gens qui regardent ça, c'est les gens qui sont d'une façon ou d'une autre concernés par ce qui se passe en Ukraine. Donc déjà, le fait d'être concerné, c'est super, c'est important, merci. Je pense que parmi eux, il y a plusieurs qui aident déjà, d'une façon ou d'une autre. Et là aussi, un grand merci. Moi, je ne souhaite que dire que sans cette aide, ce serait très compliqué pour l'Ukraine. Parce que même si on n'est qu'une goutte dans l'océan, c'est important d'être là. On fait quelque chose d'important, même si c'est à notre petite échelle, mais parfois l'impact il est vraiment crucial. Je ne peux qu'inviter tout le monde à continuer, ou ceux qui sont pas encore avec nous, de nous rejoindre. On est entre amis, quoi. Et on est ouvert à d'autres amitiés, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, qui veulent venir nous voir ici, vous êtes les bienvenus. On est là, ici, ou à l'est, ou à l'ouest, on bouge beaucoup. Et d'ailleurs, ce serait avec grand plaisir de vous rencontrer ici. Et venez nous rejoindre dans ce qu'on fait, quoi. Et faites encore plus
essayer de toujours faire mieux parce que il n'y a pas de sommet de ce qu'on peut faire. Nos capacités sont illimitées. Il faut juste savoir les développer, quoi. Et aujourd'hui, l'effort commun, il est tellement important que je pense que c'est ça qui nous a permis de rester debout en 2022. C'est cet effort de la société civile, c'est l'effort de tous les gens autour de l'armée, autour du pays, autour de l'idée de la liberté du peuple de l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'affaire, elle est plus qu'affaire ukrainienne, c'est une affaire européenne, voire internationale. Donc aujourd'hui, tout le monde est impliqué, c'est notre guerre commune et chacun doit faire sa contribution. Et c'est un grand but, et c'est un but, c'est notre but ultime, la victoire de l'Ukraine, la liberté de l'Ukraine, de l'Europe, et la fin de la Russie, de la tyrannie, de l'autocratie qui opprime son propre peuple, même si ce peuple-là, il participe activement à cette guerre, mais bon, n'en parlons pas. Mais en finir avec la tyrannie en Europe, quoi, et rendre les gens libres, quoi, ici et puis partout ailleurs où ils ne le sont pas encore. Donc rejoignez-nous dans cette action et soyons amis et faisons notre contribution. Дякую, дякую.